la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Marilyn Dieumegarde, thérapeute transgénérationnelle, sophrologue et professeure de TEIMA qui habite à Vannes. Réussir sa vie pour elle, c'est se réaliser dans son métier et sa vie de femme. Bonjour Marilyn, bienvenue à toi. Bonjour Sandrine et merci pour cette invitation. Je suis ravie de partager ce temps avec toi. Merci à toi d'être présente surtout. Peux-tu nous dire qui tu es? Alors, qui suis-je et comment je sais qui je suis? Eh bien déjà, je suis une femme comblée parce que je suis maman de 2 filles qui m'ont apporté beaucoup de joie. Et en deuxième temps, je suis aussi professionnelle en sciences humaines. Donc comme tu l'as résumé, je suis en cabinet libéral depuis 25 ans. J'accompagne 40% d'enfants et 60% d'adultes. Voilà, je suis plutôt d'inspiration transgénérationnelle. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler sur le lien de génération en génération, au travers donc des demandes de personnes, soit qui traversent des pathologies, ou qui traversent des moments de vie tels que le burn-out, ou aussi une sorte de reconversion, ou de questions existentielles. Voilà. Donc j'ai des ateliers de PIMA le samedi matin sur des thématiques bien précises. Ça peut être des oppositions telles que la lumière et l'obscurité, le féminin et le masculin, les contraintes et puis les moments beaucoup plus fluides dans notre vie. Donc ça, ce sont des ateliers. Et puis je suis sophrologue, donc j'ai beaucoup encadré de groupes d'individuels en addictologie et tout ce qui traitait de la confiance en soi, la formation de soi, tout ce qui était les applications en termes de gestion des émotions. Voilà. Et ce métier, je le fais depuis 25 ans. Alors, effectivement, on constate que tu as trouvé la voie de ton épanouissement. Quand tu avais 16 ans, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire? Comment est-ce que tu voyais ton avenir? Alors, quand j'avais 16 ans, j'étais très intéressée par tout ce qui était de l'ordre du vivant et de la mort. C'est-à-dire, je lisais beaucoup de comment j'ai lu Phèdre et Antigone, tout ce qui était autour de la mort, la tragédie de la mort, toutes les tragédies grecques. Et à la fois, j'étais beaucoup versée dans la poésie, parce que c'était la poésie, ce qui enchantait l'humain, ce qui enchantait donc ce qui était de l'ordre de la nature, tout ce qui était de l'ordre de l'art. Donc la poésie a vraiment fait partie beaucoup de ma vie. Donc j'oscillais entre être dans les sciences, médecin, psychiatre, psychothérapeute, ou alors être une danseuse, une chorégraphe ou une peintre. Donc j'oscillais entre ces deux champs un peu opposés, mais en même temps complémentaires. Ah, c'est drôle, c'était assez prédictif en fait. Oui, finalement, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Dis-nous, qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors, ce qui me rend heureuse, moi, c'est les petits bonheurs de chaque instant. Je pratique beaucoup l'instant présent. C'est pas être dans l'instant, c'est être dans l'instant présent, c'est être consciente de la chance que j'ai, comme si c'était la première fois. C'est-à-dire, je me lève le matin, c'est comme si c'est la première fois. Et ça, je le cultive. Donc ça enrichit ma vie. C'est-à-dire, même dans des moments où c'est difficile, eh bien, je me dis ça passera parce que je crois beaucoup à l'impermanence des choses. Rien n'est permanent, tout passe. Donc, je suis là aussi, comme depuis l'âge de 16 ans, dans des cycles vie-mort. Tout passe. Donc, à partir de là, ce qui va me faire plaisir, c'est déjà le mouvement, aller faire un footing, aller faire du sport, le mouvement en termes de relations aussi, rencontrer des gens que j'aime. Et puis, m'attacher aussi à me nourrir, à bien me nourrir, à être dans du vivant à l'intérieur de moi, justement, pour que ma journée puisse bien démarrer et bien finir. Donc, c'est des petits plaisirs au quotidien, un peu multiples, mais ce n'est pas exceptionnel ni extraordinaire. Je me satisfais chaque jour qui passe. Et j'attends pas de partir en vacances. Je sais que tous les jours, j'ai des petits bonheurs très simples. Et ce qui est intéressant, c'est que, je te le répète, mais tu les cultives en fait. Tu te forces à en avoir conscience tous les jours. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est difficile d'être toujours en conscience de. Mais je m'applique régulièrement, et ça devient même plus un effort. C'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie d'être le plus en conscience possible. Et puis par moments, je ne le suis pas, bien évidemment. Mais c'est une culture, c'est un apprentissage. Et j'y mets du cœur, en fait, à ça. Voilà. Et ça, c'est mon métier qui me l'a appris. C'est quand on est en face d'une jeune fille qui est anorexique, une autre qui est en dépression, quelqu'un qui a perdu un enfant.
quand je suis en face de ces personnes par empathie, déjà je me dis, mais moi, tous les matins quand je me lève, quelle chance de pouvoir sentir, de me sentir présente à la vie et de ne pas avoir de problème de ce genre-là. Donc voilà, donc je le cultive en fait. Est-ce qu'il a existé un obstacle ou une épreuve en particulier qui a pu t'aider à avancer dans la vie? Oui, bien sûr, j'en ai eu plusieurs, à plusieurs étapes de ma vie, à plusieurs âges de ma vie. Et j'ai d'ailleurs souvent beaucoup appris en faisant des erreurs, qu'en ayant des réussites d'ailleurs. C'est-à-dire tout ce que je me suis dit quand j'étais jeune, toi tu le feras pas, eh bien j'ai tout fait. À un moment donné, je me suis dit, je serai fidèle. J'ai pu être infidèle à ma pensée, à la parole donnée, à un homme. J'ai pu être infidèle. Et de là, j'ai appris. Je me suis dit, voilà, tu as transgressé cela. Donc, j'ai pu aussi apprendre de décès de personnes que j'aimais, apprendre justement ce qu'était la séparation définitive, si on ne veut pas de croyance derrière. Voilà, j'ai pu aussi apprendre de discussions avec des personnes assez importantes. Dans ma vie affective aussi, j'ai pu avoir des histoires avec des personnes, je ne sais pas, qui étaient vraiment complexes, voire perverses. Et derrière, j'ai toujours appris en fait. Et je m'inscris vraiment dans ce cycle, comme je te le disais tout à l'heure, dans un cycle vie-mort, quoi. Je vis une situation compliquée, je veux la vivre à fond. Et derrière, qu'est-ce que cette situation a à m'apprendre? Est-ce que moi, j'ai une part de responsabilité là-dedans? Voilà. D'accord. Alors, du coup, dis-nous pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Alors, pour réussir sa vie, enfin, j'ai pas de remède qui puisse être généralisé, en fait. Moi, je me suis toujours. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, qui est de Lavoisier, qui est dit: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en fait, depuis toute petite, je suis là-dedans. Je m'inscris dans le vivant, déjà, et après, je me mets des petits objectifs à atteindre, et je mets toutes mes ressources et mes valeurs pour atteindre. C'est-à-dire pour moi, eh bien, si je veux quelque chose, eh bien, à un moment donné, je l'aurai. Et si je ne l'ai pas, eh bien, ce n'était pas ça que j'ai à avoir. Donc, la première chose, c'est mettre ses ressources à disposition déjà et à apprendre parfois à réduire son rêve. Parce que je me dis, des fois, les contes de fées nous ont aidés, mais croire en une citrouille, croire qu'une citrouille, ça peut être un carrosse, ben, ce n'est pas ça non plus. Donc, se fixer des petits objectifs, mettre des ressources, et puis j'ai beaucoup travaillé. J'ai énormément travaillé. J'ai suivi beaucoup de formations. Et à partir de là, en suivant des formations, en travaillant beaucoup, eh bien, on y arrive. Hein. Et je n'ai pas cherché la perfection, mais régulièrement, je cherchais l'excellence. Comment je peux m'améliorer? Comment je peux, à un moment donné, y arriver? Petit à petit, en allant chercher, eh bien, partout où je pouvais. Des fois chez moi d'ailleurs, dans un vieux livre que j'avais dans ma bibliothèque. Et ça me donnait du courage et ça me donnait de l'espoir. Et je n'ai jamais quitté l'espoir. Espérer. Alors pas utopiquement, mais j'espère que je me donne les moyens et j'ai des objectifs. Donc, voilà. Pour moi, une ligne de réussite, ça pourrait être ça. Et c'est tout à fait, comment dire, on peut y arriver si on a effectivement comme un processus, comme un fil conducteur. Je n'ai pas dit un fil d'Ariane, parce qu'Ariane, il y a quelqu'un au bout. Non, on est tout seul, à un moment donné, on va pouvoir petit à petit, grâce à ce fil conducteur, et puis après rencontrer des gens autour de nous qui vont pouvoir vous aider à aller vers la réussite, qui est extrêmement relative en fait. Hein. C'est subjectif, la réussite aussi. Voilà. C'est drôle, c'est un équilibre entre le réel et l'irréel, en fait. C'est-à-dire les moyens que tu te donnes et le rêve que tu veux atteindre, que tu peux Exactement. Bah, c'est un peu comme ce que disait Oscar Wilde, hein, il faut avoir un rêve suffisamment grand pour ne pas le perdre en le poursuivant. C'est un peu ça, mais à un moment donné, savoir qu'il y a des étapes à un objectif. On n'est pas obligé d'y arriver tout de suite, mais on progresse, on avance, et on n'avance pas forcément linéairement. Des fois, on peut aller un petit peu de guingois, mais l'important, c'est d'arriver à ce qu'on s'est donné. Voilà. Et comme tu le dis, hein, c'est ça, c'est trouver cet équilibre entre le réel et l'imaginaire. Avoir du discernement, en fait. Revenir à la source, à l'intérieur de soi. Il y a une très belle lettre hébraïque qui s'appelle Aïn. Je vois avec mon œil du dehors, mais je vois aussi avec mon œil du dedans. Comment je le sens, comment mon intuition sent ça. Je vois ça, mais qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi-même quand je vais vraiment chercher.
à l'intérieur de moi-même. Ah, c'est intéressant cet équilibre-là. Oui. Tu as plusieurs activités avec des personnes différentes, des objectifs différents. Quel sentiment chacune d'entre elles te procure à toi d'apporter aux autres tout ce que tu apportes aux autres? Qu'est-ce que ça te procure intérieurement? Alors, dans les 3 activités que je t'ai énoncées, donc savoir accompagner une personne, par exemple en transgénérationnel, donc c'est des séances qui sont longues, hein, c'est entre 2 et 3 heures. Ça m'apporte beaucoup de joie quand j'observe et que les personnes me disent qu'elles ont compris quelque chose et c'est passé par le corps. Elles sentent en effet, par exemple, que leur ancêtre absent, dont on n'a jamais parlé, tout d'un coup, il est mis dans l'âme. Et oui, c'était une grand-mère qui est décédée, par exemple, en hôpital psychiatrique. Elle ne l'a jamais su. Donc moi, quand je vois ça, c'est comme un éclairage pour ces personnes. C'est comme s'ils recevaient une dose de lumière à un moment donné et ça éclaire et il y a une compréhension qui va se faire, psychologique et physique. Donc moi, ça me met beaucoup en joie. Hein, c'est presque excitant. En termes de sophrologie, quand je travaillais en groupe, parce que j'ai beaucoup travaillé en groupe, là, c'était vraiment l'émulation de groupe. C'était voir le groupe, comment le groupe se constituait, comment ce système bougeait, et que chacun puisse prendre sa place. Un peu comme sur Terre, c'est difficile de prendre sa place. Elle est où ma place? Comment je la prends? Et quand on travaille en groupe, en sophrologie, on est en cercle. Et s'il y en a un qui part, eh bien, le groupe n'est plus le même. Donc ça m'apprenait vraiment ce que c'est qu'un système avec des individus. Ce n'est pas une addition d'individus, mais de la combinatoire. Et dans une expression verbale. Donc là, j'avais comme vraiment de la satisfaction à accompagner les personnes en termes de place. Et puis dans la TMA, alors là, c'est autre chose, c'est amener les personnes à être sur leur ressenti, leurs sentiments, hein, les sensations, les sentiments, sentiments d'exister et de danser, bien que j'ai peut-être un corps de 60 ans, 70 ans, j'ai eu des enfants, j'ai grossi, j'ai des vergetures et patati et patata avec toute l'image de la femme dans notre société, et de voir ces femmes qui n'ont jamais dansé, qui arrivent au bout de 2 heures ou 3 heures faire une chorégraphie, et moi ça m'enchante. Je me dis, enfin, on casse les codes du corps parfait pour pouvoir danser. On arrive presque à ce moment-là à du sacré. Et ça remet les femmes, parce que j'ai quasi des femmes, j'ai un homme, Diva, ça remet les femmes dans le mouvement. Et j'ai souvent, par exemple, des femmes ménopausées qui disent, ben voilà, je ne sais plus trop qui je suis, etc. J'ai l'impression que je suis fanée. Et on voit qu'il y a un épanouissement, en fait. Et chacune d'entre elles, avec le corps qu'elles ont, vont pouvoir participer à la chorégraphie. Et ça m'enchante aussi de participer à cela. Hein, et toute cette gestuelle qui ramène les personnes à elles-mêmes, quoi, vraiment, dans leur soi profond. Là, je sais qui je suis là à ce moment-là, quelle est ma place dans ce groupe-là. Et j'ai l'impression que je suis peut-être au niveau transgénérationnel la première femme à 60 ans à oser danser. Donc il y a quelque chose dans la TIMA qui va assimiler toutes les techniques que je peux faire. Belle compilation. Oui. Est-ce que tu as le sentiment du coup de réussir ta vie en te sentant autant utile de différentes manières? Oui, parce que j'ai l'impression que tu vois, que je me réalise quoi, personnellement, je me réalise personnellement et j'actualise au mieux mon potentiel. Je me dis, si je prends ma vie de petite fille jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir ma place et d'avoir fait ce que j'ai pu faire avec le potentiel que j'avais. Voilà, je ne suis pas une intellectuelle, je ne suis pas exceptionnelle ou d'exception, mais en tout cas, avec ce que j'ai fait, je l'ai fait fructifier. Et je peux dire que là, aujourd'hui, tu vois, si je devais mourir maintenant, j'ai l'impression de m'être accomplie. Alors, ce qui ne veut pas dire que je me sens missionnée, parce que ce travail-là, c'est un travail. Ce n'est pas une mission non plus, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais choisir ce travail, accompagner les personnes dans ces outils, dans ces techniques. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'alliance thérapeutique, le lien à l'humain, voilà, être versé dans la relation. Et c'est la relation qui m'intéresse. Donc j'ai l'impression que de ce point de vue-là, oui, je peux dire que c'est une réussite. Euh, je ne veux pas me donner une coupe ou une médaille, mais ça, je suis accomplie. Et après, je l'ai transféré dans ma vie de femme aussi, tu vois. Donc j'essaie d'être en lien avec mes amis, même si j'ai peu de temps à leur accorder, parce que mon travail me prend énormément de temps. Mais là, c'est pareil, j'essaie d'être thérapeute dans un temps, d'être une femme, mais pas une femme thérapeute dans ma vie tous les jours non plus.
Mais j'essaie aussi de travailler là, ça avec mes amis, d'être dans le lien, dans le langage, qu'il soit corporel ou un langage parlé. Donc oui, j'ai l'impression vraiment, tu vois, de m'être réalisée. Je ne sais pas si je me dis que je ferai ce métier encore, peut-être encore 15 ans, tu vois. Mais c'est pas un métier qui fane, c'est pas un métier où tu t'ennuies. Tu vois, c'est un métier qui est sans arrêt renouvelé. Rien n'est généralisable. L'humain est un vaste continent. Je voyage à travers les personnes. Parfois, je suis en Chine, parfois, je suis au Pérou, parfois, je suis au pôle Nord, pôle Sud. Je n'ai pas besoin de voyager parce que je voyage dans le lien à l'autre et dans ma tête pour accompagner les gens à trouver, tu vois, leur place et leur déprogrammer des choses qui sont complexes pour eux. Quoi. C'est riche, ça donne envie d'y être, hein, en fait. Alors, dis-nous, quelle qualité as-tu pu développer pour cultiver ton bonheur? Alors, pour cultiver mon bonheur, il y a une petite... Ça, c'est une question qui est complexe et à la fois simple, dans le sens que, tu vois, c'est pas le bonheur, c'est des petits bonheurs, comme je te disais tout à l'heure. Moi, je suis vraiment adepte de vivre au jour le jour, en ayant des projets, bien entendu, mais essayer d'être le plus en plus présent à ce que je vis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que très vite, je me suis centrée sur le fait que, un moment ou un autre, on se sépare. Donc, très tôt, je me suis rendu compte que plus j'apprendrais tôt ce que c'est que la séparation, mieux ce sera. Parce que quand j'étais petite, je ne supportais pas les fins de films, les quais de gare, les fins de stage, les fins de ceci, les fins de cela. Et je me suis rendu compte que ma problématique, c'était la séparation. Voilà. Que j'allais me séparer de mes copines, j'allais me séparer de ce film. Et j'ai cultivé ça aussi pour me dire, accepte que ce soit la fin pour retrouver la personne après. Pour vivre beaucoup plus le lien là dans ce que tu vis, ça sera fini, mais tu auras passé tellement un bon moment, tu pourras dire au revoir et merci, et vivement qu'on se retrouve. Donc ça aussi, c'est des petits bonheurs, tu vois. Et je privilégie beaucoup aussi tout ce qui est le mouvement, me mettre en lien à la nature, aller faire une marche, aller faire un footing, tu vois, pouvoir me poser dans un bain, pouvoir prendre une douche, pouvoir à un moment donné arriver, me déshabiller et mettre un jogging. Je prends soin et de mon corps et en même temps et de mon esprit. Pouvoir avoir un bon livre, par exemple, un livre dans lequel je vais me plonger. Ça peut être aussi écouter de la musique, tu vois. Et puis aussi dans toutes les petites tâches de tous les jours, aller faire mes courses, ranger ma chambre, même si des fois j'en ai ras-le-bol, mais j'essaie de le faire en me disant, bah voilà, c'est à faire, c'est une petite tâche à réaliser. Dans tous les petits moments, quoi, même les contraintes. Essayer de faire que la contrainte soit moins une contrainte. Voilà. Donc, dans les moments extrêmement positifs où je me fais que du bien, mais même dans les moments aussi un petit peu de contrainte, me dire, ben voilà, ça c'est fait. Et puis mettre de l'amour. Voilà. Si j'ai fait mon ménage, ben je sais que les filles, quand elles vont arriver, ça sera agréable pour elles. Le réfrigérateur sera plein. Donc, il y a moi et puis la relation encore en autre, dans mes petits bonheurs. Cette fameuse relation. Ouais. Alors, on a peut-être anticipé quelques réponses, mais est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider dans la vie? Alors, ce qui a pu m'aider dans la vie, c'est la rencontre. Moi, je reste encore sur le lien, mais j'ai vraiment rencontré de belles personnes, et même des personnes à risque. Tu vois, j'ai travaillé 10 ans en psychiatrie et j'ai travaillé avec des personnes qui étaient schizophrènes, maniaco-dépressives, qui avaient connu le délire, qui avaient connu la rue. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, tout ce qui était borderline, tu vois, pour apprendre, moi, à me situer, ce que c'était justement l'équilibre. Donc ça m'a beaucoup apporté aussi. Et puis, beaucoup de profs que j'ai eus. Je ne vais pas les citer, mais dont Bernard Santerre, qui est décédé. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vraiment de très, très belles rencontres de beaucoup de personnes. Et un être assez exceptionnel qui m'a beaucoup aidé, qui était d'une grande simplicité, c'est ma grand-mère, Hélène, qui avait une forme de sagesse toute simple. Elle savait écrire, mais elle faisait plein de fautes d'orthographe. Et elle me disait, quand tu vas pas bien, eh bien, relis-toi aux arbres. Va dans la nature et mets-toi contre un arbre, tu verras, ça te fera du bien. Et ne choisis pas un trop gros arbre, parce qu'il a trop d'énergie pour toi si tu n'es pas bien. Choisis-en un petit. Comme ça, tu vas voir, tu vas juste te lever contre le petit, ça sera juste l'énergie dont tu as besoin. Tu vois, donc moi, c'est quand même les personnes, tu vois, qui m'ont... c'est les rencontres, ouais. Les rencontres familiales ou extra-familiales. Et c'est tout
cette transmission qu'elles ont pu t'apporter et que maintenant tu apportes à d'autres? Bah, tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'écoute, tu vois, quel que soit l'âge, un enfant, tu vois, un adulte ou une personne âgée, donc je suis beaucoup dans l'écoute. Et après, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'on me dit, mais au moins, tu vois, j'écoute, j'accueille, puis après, je peux dire, bah, c'est ton opinion, c'est pas la mienne. Mais voilà, moi, j'essaie vraiment d'être dans le partage, quoi, le plus possible. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, des citations, des lieux? Alors, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'adore les poètes. Parce que pour moi, la poésie, c'est. Tu sors vraiment, surtout en ce moment, où le monde, on ne sait pas trop ce qu'il devient et où on va, vers le futur, on n'a pas de deadline. Donc la poésie, tu vois, j'aime beaucoup Christian Bobin. Pour moi, je trouve que quand je plonge là-dedans, c'est comme une mélodie avec des mots, comme une musique avec des mots, d'une très très grande sensorialité. On y est, quoi, dans le poème de Christian Bobin. On entend, on voit, on ressent avec la peau, c'est très kinesthésique. J'adore Jean-Sébastien Bach aussi, tu vois. Toute la musique classique, ça me transporte, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et il y a un homme, enfin deux personnes qui ont été très inspirantes. C'est Boris Cyrulnik, le maître de la résilience, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 ans. De par sa simplicité, de par tout le travail qu'il a fait sur la résilience, l'état de résilience, et Christiane Singer, et notamment son dernier ouvrage, Dernier fragment d'un long voyage. Tu vois, elle est au bord de la mort et elle me donne encore, non pas des conseils, mais tu vois, des petites phrases telles que je ne peux pas mourir sans avoir été chercher la petite fille sur le pont pendant l'exode, pendant la guerre. Donc, du fond de son lit, elle était allée chercher cette petite fille qu'elle était sur le pont et qui pleurait, qui était dans la peur, pour ne laisser aucune trace d'elle, de l'ordre de la peur et de l'angoisse. Donc, elle était allée la chercher pour la ramener dans son lit avant de mourir. Tu vois, tout ça, pour moi, ça m'inspire. Parce que c'est au moment où les personnes sont au bord de la mort, au bord du traumatisme, au bord de situations complexes, ils trouvent encore une ressource. C'est pour ça que je crois beaucoup en l'humain, alors que dans sa forme, il peut être violent. Moi aussi, j'ai une dose de violence, d'agressivité, mais en même temps, il y a une telle beauté et une telle ressource que c'est inépuisable, quoi. Donc ça m'inspire. Même au bord du gouffre, eh bien, à un moment donné, tu vas trouver en toi ou à l'extérieur de toi cette ressource ou cette capacité qui va te faire que tu vas reculer d'un pas, tu vas dire, allez, j'essaie encore. Donc, comme Jean d'Ormesson qui disait, la vie, c'est une vacherie, mais elle est tellement exceptionnelle à vivre. Voilà. De très belles inspirations. Ah, c'est une de plus. Alors maintenant, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite donner autant que tu donnes, qui souhaite trouver l'équilibre entre écouter, avoir cette écoute active et transmettre aussi tout ce que tu sais, tout ce que tu apportes, tout ce que tu peux apporter au monde? Et tu vois, je pense que. Alors, là aussi, tu vois, c'est. Tu vois, en quoi mon expérience, elle est unique, mais si je devais aider, tu vois, je dirais de vraiment partir de la qualité, nos qualités sensorielles. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? Et s'appuyer sur des mentors ou s'appuyer sur des auteurs, s'appuyer sur des personnes avant nous. Tu vois, c'est encore mon métier de transgénérationnel, mais s'appuyer, tu vois, pour pouvoir à un moment donné avoir un cadre, avoir, avoir des rituels, avoir des gens qui ont travaillé avant nous, déjà pour se faire une connaissance, tu vois, une connaissance l'ivresse, mais expérientielle. Et puis après, soit, et bien, c'est-à-dire une forte connaissance. Tu vois, tu vas pas forcément aller en faculté, d'ailleurs, il y a des jeunes, ils ne vont pas en faculté, ils vont faire un apprentissage, etc. Donc, il y a une connaissance qui après l'expérimenter. Expérimenter sa connaissance, expérimenter sur le terrain pour pouvoir le ressentir. Et puis ensuite, eh bien, comme cette petite phrase qui dit nous ne sommes pas tenus à l'impossible, mais à un moment donné, si on le veut vraiment, on se fixe un projet, on se fixe quelque chose et on y va. Je ne vois pas pourquoi la vie, pourquoi certains y arrivent et pas d'autres. On peut
tous y arriver à un moment donné. Mais tout dépend effectivement des ressources qu'on engage, des croyances que l'on a. Toutes ces croyances limitantes qu'on nous a mis dans la tête, tu ne dois pas, il ne faut pas. Et puis les valeurs que l'on a aussi. Bon, une des valeurs qui est importante pour moi, eh bien, c'est l'amour, par exemple. Mais l'amour, je veux dire, pas forcément une forme d'amour inconditionnel, parce qu'on n'est pas forcément à cet âge-là, mais l'amour filial, par exemple, l'amour érotisé, l'amitié, c'est une forme d'amour aussi. Mettre de l'amour quand on fait quelque chose, pour soi, pour l'autre, un peu comme une porte de cuisine qui s'ouvre vers l'extérieur et qui s'ouvre à l'intérieur. Il y a cette femme qui s'appelait Maïsou Robert Dantec qui avait écrit un livre qui s'appelait La porte est en dedans. Hein, de pouvoir vraiment s'intéresser à soi et s'intéresser à l'autre aussi, s'intéresser aux autres. Donc, et puis ce discernement dont je parlais tout à l'heure, à chaque fois avoir un petit retour sur soi et pouvoir se dire bon alors là maintenant, est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je suis dans le juste. Donc la notion de valeur est importante. Plus on clarifie nos valeurs, mieux c'est. Parce que des valeurs vont naître des croyances. Je crois en quoi? Ben, en moi, aux autres, et de là va naître une identité. Je sais à peu près qui je suis ou vers quoi je tends. Si je sais les valeurs qui pilotent ma vie et les comportements qui vont se mettre associés à ces valeurs, et je vais essayer au minimum de les transgresser. Et d'autre part, moi j'en ai transgressé beaucoup de valeurs. D'ailleurs, j'en ai changé parce que cette valeur-là, elle n'est pas pour moi. J'arrête pas de la transgresser. Donc, change de valeur. Donc, il faut pouvoir se dire que les valeurs, elles sont dans un temps très utiles et puis on peut en changer. Après, il y a des valeurs religieuses qu'on a eues enfant, on va les changer. S'autoriser à garder une flexibilité par rapport à sa propre vie. Est-ce que ça m'est utile ou pas? Si ça ne m'est pas utile, j'en change. Next. Et je vais mettre une valeur qui sera plus en adéquation. Donc, vraiment, c'est ça. En quoi je crois? Comment je vais faire pour aller dans cette croyance-là? Qu'est-ce que les ressources? Et puis les valeurs qui vont activer ça, comme un peu de l'huile dans un moteur ou de l'essence. Et puis identitairement, à partir de ce moment-là, je me sens, je suis qui? Comment je me sens là? Voilà, qui je suis à travers ça, pour aller vraiment vers cet objectif que je me suis fixé. Au travail. Non, il reste des questions encore. Dis-moi, Marilyn, quelle habitude quotidienne te personnalise? Alors, quelle habitude me personnalise? Alors ça, c'est une vraie question, à la fois facile et difficile. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour me le dire parce que je ne suis pas forcément toujours à me regarder, mais je crois que je suis dès le matin de bonne humeur. On peut dire de moi que je suis quelqu'un de bonne humeur. Dès le matin, je suis opérationnelle. Pour ça, des fois, je commence à 8 heures. Donc ça, c'est sûr. Et d'autre part, je fais rire beaucoup. J'adore faire rire. Je pense que ça aussi, c'est un peu ma spécificité. C'est pas forcément un humour du deuxième ou troisième degré. Hein. C'est un peu Brian is in the kitchen. Ça fait longtemps qu'il est dans la cuisine, Brian. Il a dû devenir soit un bon chef cuisinier ou vraiment s'emmerder. Tu vois, c'est des choses comme ça. Donc je fais beaucoup rire. Et la troisième chose, c'est que l'amitié, je suis une amie, quoi. J'aime beaucoup l'amitié. Mes amitiés fortes, donc j'ai des amis de très très longue date, de l'âge de 12 ans, 15 ans. Voilà. Et j'ai des amitiés de toutes les couleurs, de toutes les religions, de tous les sexes. Donc ça aussi, c'est ma spécificité. Voilà. Marilyn, quelle est la plus belle chose que tu as pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Alors, ce que j'ai pu faire partager, alors je vais revenir un peu sur ma vie privée, c'est la vie, être maman, tu vois, ça a vraiment donné du sens. Et quand j'avais 16 ans, je ne voulais pas être maman parce que je me disais, j'aurais pas le temps de faire tout ce que je veux. Et d'autre part, j'ai eu une enfance un peu compliquée. Donc, je me suis dit, il faudra toute une vie en psychanalyse pour pouvoir ne pas refaire ce que moi j'avais vécu. Donc, quand j'ai eu des enfants, eh bien, je partage beaucoup avec eux. C'est-à-dire que les coordonnées ne sont pas les plus mal, je sais. Donc, je partage énormément avec elles. Je suis là. Voilà, je suis là. Et ma spécificité aussi, je sors un peu de la question, c'est quand les gens ne vont pas bien, je suis là. Voilà. Il n'y a pas que quand ils vont bien. Donc, je pense que une des plus belles choses que j'ai pu faire, c'est accompagner quelqu'un, un grand ami à moi,
qui était maniaco-dépressif et schizophrène. Et je l'ai accompagné jusqu'où j'ai pu. À un moment donné, je me suis dégagée, mais je l'ai accompagné. Et j'ai beaucoup reçu et on a beaucoup partagé la nourriture. Voilà. Et la deuxième chose que j'ai adoré faire aussi, c'est des voyages, notamment un voyage en Israël, hein, qui a été fort en émotion, qui a été aussi conflictuel, mais ça a été très très beau d'être sur une terre sainte, même si je ne suis pas dans la religion, ou être dans la spiritualité incarnée. Hein. Mais ça a été très beau dans ma vie, ce voyage. Ouais, notamment la visite de Jérusalem, avec tout ce que ça représente un peu de religieux, tout ce que ça représente d'archétypal, quoi. Enfin, on est rempli de Dieu, on est rempli de... Après, chacun le vit comme il a envie de vivre. Hein. Le nom, peu importe le nom qu'on lui met. Donc ça, c'était très beau dans ma vie. Ouais. Et à présent, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans? Alors, des petites phrases basiques, peut-être un peu croire suffisamment en ses ressources. Voilà. Donc, tu as des ressources à l'intérieur. Peut-être que tu ne les connais pas, mais crois en toi déjà, crois en toi. Même si tu te sens parfois nul, parce que beaucoup d'entre eux disent je suis nul, je n'y arriverai pas, etc. Donc, croire en ses ressources, en ses capacités. Et je vous dirais aussi de faire très attention à toutes ces drogues. Il n'y a pas de drogue douce du tout. Hein, qui garde vraiment sa tête sur ses épaules et pas la tête dans les nuages. Et je ne sais dans quelle galaxie où toutes ces drogues les amènent. Quoi. Et la dernière chose que je lui dirais aussi, c'est d'aimer, arriver à aimer ses amis, aimer travailler, aimer ses loisirs, aimer s'amuser, aimer les contraintes. Aussi, tout ça, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas que la lumière dans la vie, il y a des ombres, aussi l'ombre. Et l'ombre fait partie de la vie. Et que l'émotion aussi, que parfois, ici, il est triste, il est en colère, et bien, ça fait partie de lui aussi, qu'il les dépassera et que ça va vraiment là. Que rien en lui n'est faux et que toutes ces émotions sont justes. Il est important qu'il les vive et puis à travers ça, eh bien, il apprendra. Il apprendra ses émotions et de rester uni avec lui-même, corps, psy et esprit. Donc, à un moment donné, il arrive vraiment à se faire son identité. Et que les autres ne sont pas forcément mieux que lui, on est tous différents, et que lui, il a sa spécificité aussi. Enfin, ça peut paraître un petit peu compliqué ce que je dis, mais l'amener à... Regarde qui croit en lui, petit à petit. Croire en soi. Alors, dis-nous, Marilyn, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai le moral qui vacille, ben, je le vis. Tu vois, je le vis, je n'ai pas le moral, eh bien, moi, je reste dans le pas de morale. Je me dis, bah, tiens, je me fais 1 heure de pas de morale. Je n'ai pas le moral, et ben, je vais dedans. Et je le quantifie. Je me dis, allez, tu fais 1 heure de pas de morale, qu'après, tu vas mettre tes pompes et tu vas sortir un peu. Ou tu vas regarder un film, ou tu vas écouter de la musique. Mais ça, c'est une des premières choses que je fais. Ou j'appelle une amie. Voilà, pour lui dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça te dit qu'on fasse quelque chose ensemble? Ou je me change les idées. Je dis, tiens, je vais prendre un bon bouquin. Voilà, et je me plonge dedans. Ou alors, je reviens à la première version, j'écris tout ce que j'ai dans la tête quand je vais pas bien. Et mon moral, bah, ne pas avoir le moral, c'est quoi, pas avoir le moral? Ça fait, là, tu l'appellerais comment? Ça fait combien de temps que tu n'as pas le moral? Tu n'as pas le moral de quoi? Tes larmes, elles ont quel âge? Et j'écris ça, et j'écris, et j'écris, et j'écris, et j'écris. Et puis voilà. Et je me dis, allez, tu mets 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois même une journée, c'est pas drôle, etc. Mais à un moment donné, ça passe. Je ne lutte jamais contre mon manque de morale. Je vais dedans un moment et j'en sors. Par des petites choses, comme je te disais. Et bientôt, peut-être un roman alors? Bah, tu sais, oui, tout à fait. Je suis dans des écritures, ça fait un moment. J'écris un livre avec ma fille aînée qui s'appelle Laura. C'est Qui a poussé l'homme du 6e? Quelqu'un qui s'est suicidé. Et puis, j'écris aussi sur tout ce qui est l'accompagnement au PMA. Tu vois, accompagner les jeunes femmes qui ont des blocages, tu vois, psychologiques, transgénérationnels, où les bébés ne viennent pas s'implanter dans un utérus tout rouge, tout chaud à 37 degrés. Et là, j'écris des choses là-dessus, tu vois.
Mais voilà. J'ai pas vocation à être une auteure, mais, mais ça me plaît beaucoup. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Laurent Bounel, j'ai eu la chance de faire des conférences avec eux, d'animer une conférence, donc j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé un peu avec lui, et j'ai su que j'étais pas une auteure, bien entendu. Mais si j'écrivais, ça serait assez court, tu vois, pas des grandes phrases, et quelque chose qui pourrait vraiment se lire, tu vois, très simplement, quoi. Genre, de ce bouquin avec ma fille, sans doute qui sortira un jour, qui a poussé l'homme du 6e étage. Toute une étude autour du suicide. Voilà. C'est intéressant parce que ça permet dans ta transmission de toucher un public que tu n'as pas jusqu'à présent avec l'écriture, donc c'est bien. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Alors Marilyn, c'est déjà la dernière question, c'est passé vite. Et déjà, Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta raison d'être? Pour quelle raison tu te lèves le matin, toi? alors, pourquoi je me lève le matin écoute, tu vois, je reboucle un peu. C'est que tous les jours, quand je me lève, c'est de venir au cabinet. Tu vois, ça, c'est une raison d'être. De me lever le matin, de remonter mes manches, de m'asseoir et de dans l'écoute face à quelqu'un qui est en souffrance ou en grande difficulté. Ça, c'est déjà ma raison d'être. Tu vois. Et puis, une autre raison, c'est que la vie c'est assez exceptionnel de sentir la vie en soi. Donc, même quand je ne travaille pas, je me lève le matin, je me dis, ouais, je suis vivante, quoi. Euh, et je suis l'adepte des petites choses tous les jours. Tu vois, d'aller chercher mon pain, de cuisiner, donc tu vois, et ça me fait du bien, quoi. Tu vois, ma raison d'être, parce que je sais que je suis mortelle et que je me dis que moi j'ai 57 ans, donc j'ai plus tant que ça de temps, hein, tu vois, à passer. Et je me dis que les années qui sont devant moi, eh bien, j'ai vraiment envie de les vivre en conscience le plus possible et de les vivre à fond, quoi. Et de sentir le vivant en moi. Donc, de m'émouvoir dans quelque chose de simple. Tu vois, tous les dimanches, je m'achète un bouquet de fleurs. Et ça me fait du bien. Et je le pose sur ma table. Et toute la semaine, je le vois, le bouquet de fleurs. Tu vois. Donc ça me fait vraiment du bien. Donc moi, je célèbre le vivant, modestement vivant en moi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, je me dis que je suis dans un pays où il y a encore de la liberté. Je suis une femme et que en tant que femme, j'aime cette qualité de pouvoir avoir fait des études, avoir travaillé, pouvoir parler là maintenant comme nous le faisons toutes les deux sans être censurées. Tu vois. Et pour cette raison-là, tu vois, je célèbre aussi la vie dans ce pays-là, dans cette langue-là qu'est le français. Tu vois. Et puis je me dis que j'ai tellement de livres à lire et de musique à entendre, hein, tu vois, que rien que ça, c'est célébrer le vivre. Et la dernière chose, j'adore l'opéra. Et l'opéra, c'est magique. Donc moi, une de mes raisons de vivre, eh ben, c'est de retourner à l'opéra aussi, tu vois, et de vivre à fond. Tu vois, ce sentiment de Madame Butterfly, par exemple, d'être dans cet opéra-là. De, de, encore une fois, de ressentir. Et tu vois, je suis vraiment sur le sentiment d'être au monde et de ressentir ça. Moi, je ne suis pas dans quand j'aurai ceci ou quand je ferai cela. Je suis quelqu'un du quotidien, de petites choses du quotidien pour remplir ma vie. Et j'attends pas d'un homme, j'attends pas d'un voyage, j'attends pas d'avoir plus d'argent. C'est ici et maintenant. Et mon bonheur, je me le dois à moi et j'attends pas qu'on me rende heureuse. À partir du moment où je peux me rendre heureuse, ben après je peux communiquer ça, tu vois. Et c'est ce que j'essaie dans la petite tâche que je me suis faite d'accompagner les gens en thérapie transgénérationnelle en ce sens, tu vois. Voilà. On t'écouterait pendant des heures, hein. Oh, merci. C'est que, tu vois, c'est une expérience de vie, tu vois. Je ne peux pas la généraliser, je peux juste en parler. Puis moi, voilà, moi, ça me fait du bien. J'attends pas, on verra après, c'est maintenant que je le veux. Donc ma Chine, je peux l'avoir dans mon fauteuil en lisant un bouquin sur la Chine. Le Pérou, Machu Picchu, vous voyez aller, mais je peux le vivre le Machu Picchu, tu vois. Et je voyage dans la tête des gens, dans la souffrance des gens, je voyage aussi, tu vois. Donc je peux très bien, je suis un peu comme l'alchimiste de Paulo Coelho, qui a fait le tour du monde et le bonheur, il était chez lui, tu vois. J'essaie de, alors on va dire oui, mais tu te contentes de peu, mais ce peu-là, je sais que je peux en avoir le contrôle. Donc je suis heureuse dans ce que je peux contrôler.
Un peu comme la respiration. Quand tu inspires, tu expires. Ben ça, je peux contrôler ma respiration, même si c'est complètement. Je suis née avec. Hein, mais je peux l'amplifier, la désamplifier, la ventrale, thorax ou la tête, tu vois. Donc, ce que je peux contrôler, eh bien, voilà, je le contrôle. Et puis le reste, eh bien, voilà, ça arrivera comme ça. On peut dire que tu te contentes de peu. Ceci dit, tu as quand même décidé de tes orientations, de tes métiers, de ton métier, de tes Oui, activités, de tes loisirs. Donc, c'est quand même, tu es allé au bout de oui, ce que tu avais envie de faire quand même. Donc, oui, si tu veux, j'ai essayé d'aller vraiment vers, si c'est ça que tu veux, ben vas-y. Tu vois, quand j'ai eu mon bac, je voulais être soit psychiatre, soit danseuse. J'ai fait une école de danse et je suis devenue danseuse contemporaine et professeure de danse. J'ai vécu en Irlande et j'ai dansé dans une compagnie de danse contemporaine, tu vois. J'avais fait médecine et j'ai raté médecine. Et quand je suis revenue en France, eh ben, j'ai repris mes études pour devenir ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, donc tout est possible. À un moment donné, on peut prendre un virage. Et moi, je l'ai pris. Mais à un moment donné, tout revient à psy, corps, émotion et spiritualité. Tu vois, un peu comme Jung le disait, c'est un cadran avec le psy, le corps, les émotions et la spiritualité. Tu vois, donc, la vie, c'est pas forcément linéaire. La Covid nous l'apprend. Tout peut s'arrêter à un moment donné. Tu vois. Moi, j'étais déjà dans cette philosophie-là. Tout peut s'arrêter, donc c'est comme si c'était le premier jour. Alors, j'ai pas dit que c'est simple, mais j'ai mis en toi tous les jours. Tu vois, dans mon quotidien. Mais moi, je suis une femme du quotidien. Du quotidien et je ne sais pas ce que je deviendrai dans 10 ans, mais en tout cas, je pense que je continuerai dans cette voie-là. Tu vois, je pense que j'ai trouvé ma voie. Tu vois, je suis dans mes propres pas et je foule d'autres pas, d'autres personnes qui ont des pas avant moi. Tu vois, et ça ne me gêne pas d'être dans les pas des autres. Mais à un moment donné, j'aime aussi faire ma trace. Donc, je suis dans les pas des autres et je fais un petit pas sur le côté pour être dans ma trace. Et il y a une très belle lettre hébraïque aussi qui s'appelle Gimel. Il y a une petite phrase qui s'appelle Lech Lecha, va vers toi-même. Va vers toi-même. Tu es dans ton désert, tu marches dans ton désert, c'est dur, il fait chaud, mais sache que tu es comme un chameau, tu as 40 litres d'eau dans ta bosse et tu peux marcher dans le désert sans boire une goutte d'eau. Tu vois, et si tu vas vers toi, chaque pas. Donc, j'aime beaucoup cette image, tu vois, euh, aller vers soi-même pour après aller vers les autres aussi, tu vois. Donc, ça demande effectivement beaucoup de travail sur soi, dans la simplicité aussi, c'est pas la peine d'aller chercher, tu vois. Et il y a, va pas chercher midi à 14h. Ça serait un peu ça. Alors évidemment, ça manque un peu de règles, tu vois. Mais bon, tu vois, je m'emploie à ça parce que je me dis, si j'ai pas ce cadre-là, ben aujourd'hui, tu vois, je sais pas ce que je pourrais faire, tu vois. Je sais pas. Sauf que ce qui va me sauver de ce côté un peu rationnel et cadrant, c'est l'art. Tu vois, la musique me fait décoller, l'opéra me fait décoller, la peinture me fait décoller, parce que je trouve ça sublime, une expression extraordinaire, quand qui sort de l'âme, tu vois. Et ça me permet d'avoir les deux aspects, ce côté un peu terrien et ce côté aérien qui te tire vers le haut, dont le haut et le bas ne sont plus séparés. Et moi, je suis entre les deux, tu vois. Je pourrais mettre un peu ça, tu vois. Je suis le témoin vivant d'une incarnation terrestre et en même temps, il y a pétence à retourner vers d'où on vient, tu vois, côté un peu invisible, quoi, dans l'inconscient collectif, ou ce qu'on appelle l'Ain-Sof, voilà. Tu vois, moi, tu vois, j'aspire pas forcément à partir trop vers le haut. Tu vois, je suis quand même plus ancrée. Oui, c'est un équilibre qui te complète. Un équilibre, tout à fait. Est-ce que tu as un dernier mot pour compléter cet échange? Écoute, j'aurais une toute petite histoire à raconter qui m'a beaucoup inspirée. Voilà. C'est l'histoire d'un prêtre, d'un monsieur qui voulait être prêtre, simple prêtre. Il devient un prêtre. À un moment donné, il va gravir les échelons. Il va vite se retrouver à Rome. Il va devenir évêque, archevêque. Il va être aux côtés du pape. Et un jour, il réalise que sa mission de vie, c'était pas ça. Il est allé trop loin. Il voulait être prêtre. Donc le pape, je te la fais courte, le pape lui dit non, parce qu'il voulait retourner dans son village. Et le pape lui dit non. Il tombe malade. Et finalement, à force et à bout de la maladie, on lui dit d'accord. Et on l'envoie au pôle Nord. Et au pôle Nord, qu'est-ce qu'il voit? Des sculptures d'ours en bois, en glace ou autre matière. Et il demande au chef du village, mais qui vous apprend à sculpter comme ça? Et le chef du village dit, à vous les Européens, il faut toujours que vous appreniez. Nous, on dit à la personne,
Prends ton morceau de glace, prends ton morceau de bois et enlève tout ce qui n'est pas de l'ours. Et bien, toi, cette petite histoire, ben, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire mon métier. Permettre aux gens d'enlever tout ce qui n'est pas de même. L'ours est déjà dans la matière. Rodin faisait ça dans le marbre. L'ours est déjà dans le bloc de glace. Et ben moi, c'est un peu ce que j'essaie d'accompagner les personnes à enlever tout ce qui n'est pas de même. C'est après ça, tu vois, comme si je devais résumer mon travail dans les 3 outils que je peux avoir. Alors, merci beaucoup Marilyn en tout cas pour cet échange, c'était vraiment très riche. Merci de nous avoir permis de découvrir ton univers et apporter tes conseils. Merci Sandrine, merci beaucoup, j'étais ravie en tout cas, et de cœur. Hein. Ouais. Merci beaucoup Sandrine. Aidez-nous à diffuser cette interview à un plus grand nombre de personnes. Likez-la et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, le lien se trouve sous la description ci-dessous. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux.